J'ai fait un lycée assez normal, jusqu'en seconde où j'ai eu un accident qui a tout changé. Je me suis dit, bon bah l'immobilier ça me plaît, je me lance. Une société de bâtiment qui me donne un devis qui me convient pas et qui se fout de ma gueule, je vais pas essayer de le faire passer quoi qu'il arrive. Un agent immobilier qui vous dit pas que ça va s'écrouler ou qu'il y a des fissures inquiétantes sur un immeuble, ça peut vous gâcher une vie. Faites très attention à ce qu'on vous dit, vérifiez tout, investir le plus tôt possible, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire et il faut le faire le plus vite possible. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Reconversion produit par le Studio 29. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Ullmann, fondateur de Capsule. Depuis 2020, Lucas révolutionne l'investissement immobilier locatif avec une approche axée sur la rentabilité et un accompagnement sur mesure. Basé à Reims, son équipe jeune et dynamique aide ses clients à bâtir un avenir financier serein. Prépare-toi à découvrir son parcours et la mission qui anime Capsule. Salut Lucas. Hello. Très heureux de t'accueillir dans mon podcast Objectif Reconversion. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. On va parler d'immobilier parce que pour moi, l'immobilier reste le secteur numéro 1 de la reconversion professionnelle. On va redresser à peu près ton parcours, mais déjà, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Alors donc du coup, moi aujourd'hui j'ai 26 ans et je gère la société Capsule. Donc c'est une société qui accompagne les particuliers dans leurs projets d'investissement locatif. Et nous, l'objectif c'est d'être là du début jusqu'à la fin du process. Donc de vraiment trouver des biens, généralement avec beaucoup de travaux, et ensuite de les faire louer avec les agences en local. Donc nous, on fait beaucoup de travail de partenaires et on fait beaucoup de travaux. Généralement, c'est le cœur de notre métier. Ok. De toute façon, on va revenir dessus justement, on va revenir sur tous ces process et l'accompagnement que vous mettez en place. Ce que je te propose, c'est qu'on retourne un petit peu dans ton parcours. Toi, tu as quel parcours scolaire quelles sont tes études? Et on va essayer de voir si l'immobilier a tout de suite été présent. Alors donc du coup, moi j'ai fait un lycée assez normal jusqu'en seconde où j'ai eu un accident qui a tout changé. Parce que du coup, j'ai compris pas mal de choses et j'ai commencé à pouvoir plus aller à l'école. Et donc en Ok. fait, j'ai appris par moi-même un petit peu à ce moment-là. Il t'est arrivé quelque chose qu'on peut parler ou... Oui, bah en fait, de toute façon, j'en ai déjà parlé pas mal Ok. sur les réseaux et tout ça. Mais donc en fait, j'ai eu un traumatisme crânien Ok. et, à 16 ans. Et donc ensuite, je pouvais pas aller forcément à l'école tout le temps. Donc j'avais moins de temps possible, j'avais beaucoup de fatigue. Mhm. Et donc ça a fait que j'ai dû apprendre un peu seul de mon côté, tous les cours, toutes ces choses-là. Ok. Et donc j'ai réussi à avoir le bac un peu comme ça à distance depuis chez moi. Et ensuite je suis parti en DUT technique de co. J'ai fait 6 mois, ça m'a pas plu. Donc j'ai arrêté. Et là je me suis dit ok, il me reste 6 mois pour trouver dans quoi je me lance. Et je commençais à chercher des petits jobs à gauche à droite. Et sur un groupe Facebook du coup en janvier, je commence à travailler dans l'événementiel pour être serveur. Donc, je trouve un petit job comme ça, je fais ça. Et donc là, pendant 2 ans et demi, je vais bosser dans l'événementiel. Avec des grandes marques, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Ralph Lauren. Ok. Donc je fais au début du service pendant la première année. Donc je suis vraiment sur des événements Fashion Week où je sers du champagne à des célébrités. Avec une belle tenue. Voilà, c'est ça. Donc je fais ça pendant un an. Et ensuite, au bout d'un an, je me dis, bon, je veux quand même repartir dans un domaine qui me plaît à côté de ça. Donc faire des études et continuer l'événementiel. Mais cette fois-ci à distance parce que je veux continuer de bosser l'événementiel. Donc gérer un peu mes horaires. Mm. Donc je pars en BTS IMO après un stage qui m'a plu dans le sud. Ok. Donc je me lance en BTS IMO, je continue de l'événementiel. Et là, en événementiel, je commence à devenir un peu responsable des serveurs parce que je me greffe à des sociétés qui lancent justement le côté service et qui faisaient que de l'hôte de base. Ok. Et donc là, je commence à pas mal travailler pour ce qui est Ralph Lauren et Dior. Et du coup, j'avais une petite équipe qui variait entre 3 et 7 personnes. Et je gérais un peu voilà, les serveurs sur ces événements. Donc parfois, c'était des événements clients ou des after-show Fashion Week, des choses comme ça. Et donc, je gérais les serveurs qui auparavant faisaient ce que je faisais, à servir des gens et des invités. Et avant de te lancer là-dedans, parce que là, donc, tu as cherché en gros un peu ta voie et tu Mm. as trouvé ça comme opportunité de travail, de boulot, etc. Toi, tu avais déjà une envie ou tu avais déjà une passion ou tu as un métier où quand tu étais jeune, tu t'es dit j'aimerais être, cliché, j'aimerais être pompier. Mm. Enfin bref, est-ce que tu avais quelque chose ou un domaine qui te passionnait où tu te disais j'adorerais aller dans ce secteur-là? Alors moi, il y avait toujours justement le côté mode. Moi, j'ai fait un peu de mannequinat et de modeling Ok. avant justement ça, entre mes 16 et 18 ans, enfin après mon accident et 18-19 ans. Ok. Et donc du coup, je voulais toujours explorer un peu ce domaine de la mode et de la fashion. Et donc c'est pour ça que je suis allé dans l'événementiel. Ça m'a permis d'en faire aussi. Et c'est justement au bout de 2 ans et demi que j'ai vu ce domaine et je me suis dit, bon, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus concret, un peu plus technique, parce que c'est très de l'apparence, en fait. Donc je me suis dit, bon, bah, l'immobilier, ça me plaît, je me lance. Et en fait, finalement, je commençais à faire de moins en moins d'événementiel car ça me plaisait moins, à partir de la deuxième année de BTS. Ok. Et je commence à ce moment-là, mon père, lui, déménage sur Reims. Et il me dit, bah, t'es dans l'immobilier, mon fils, trouve-moi un logement.
Et donc, c'est comme ça que je commence à regarder le prix de l'immobilier, à regarder un peu tout ce qui se passe sur le marché. Et je vois les prix par rapport à Paris, ça n'a rien à voir. Au prix d'un toilette à Paris, on a un appartement à Reims. Et du coup, je me focalise sur ça. J'achète un appart à mon père, on le met en locatif, super rentable. Et je commence comme ça à me dire, bah, on va le faire aussi pour d'autres personnes. Je prends un premier client qui est l'ami d'un ami. Je prends un deuxième client qui est l'ami de l'ami de l'ami. Mmh. Et donc, je fais comme ça au début. Et du coup, je fais investir mon père. À côté de ça, je fais investir mes premiers clients. Ça en auto-entreprise pendant ma deuxième année de BTS. Ok. Et à côté de ça, je fais un événement tous les 2-3 mois. Et au bout Mais d'un là, tu es moment, j'arrête. vraiment en fait t'es dans de l'apprentissage toi-même. Parce que Ouais. pour le coup, pour connaître un peu le BTS IMO, c'est ultra général. Mm. Moi, d'ailleurs, je déconseille souvent lorsque on vient me voir pour faire de l'immobilier, faire de la transaction. Mm. Je déconseille de faire le BTS IMO parce que pour moi, ça apporte pas grand-chose. Le terrain va apporter. Ouais. Donc là, c'est plutôt, tu le fais plutôt à l'instinct en ayant les bases techniques et donc liées au BTS IMO. Tu as le vocabulaire, Mm. mais tu le fais à l'instinct pour le coup. C'est ça, bah en fait au tout début, donc moi je me forme énormément sur internet, je regarde quand même un peu voilà, les termes techniques sur le contenu BTS IMO Ouais. pour bien comprendre les choses, comment une copro, les tantièmes, les choses comme ça. Et une fois que j'ai vraiment eu tout ce côté un peu technique et que j'ai regardé pas mal de contenu, j'ai lu beaucoup de livres aussi sur l'immobilier, bah moi j'ai commencé du coup à faire investir mes premiers clients comme ça en auto-entreprise. Ok. Et je faisais comme 10 ou 15 visites par jour avec des agents. J'allais voir des notaires, j'allais voir des avocats spécialisés dans l'immobilier. Je leur posais plein de questions, j'étais hyper curieux. En fait, c'est ça qui m'a appris. Ouais. Et j'ai fait ça pendant 1 an, à fond. Et après, j'arrête complètement l'événementiel. Et je décide de me lancer vraiment sur la partie capsule. Donc, au bout de 3 clients, je me suis dit, je veux vraiment faire un projet concret. Et donc, en février 2020, 3 semaines avant le premier confinement, je décide de créer Capsule. Beau timing. Voilà. Et du coup, bah, je crée Capsule à ce moment-là. Et en vrai, je commençais à avoir mes premiers clients, à faire un peu d'argent comme ça. Donc j'ai même arrêté, j'ai pas continué le BTS. Ouais. Et j'ai lancé Capsule comme ça en février 2020. Et là, par rapport à ça, tu as une vraie position d'intermédiaire, parce que BTS IMO t'apporte la carte professionnelle, donc tu peux faire de la transaction. Mm. Aujourd'hui, à ce moment-là, tu es un intermédiaire pur et dur, c'est-à-dire que tu mets en relation, tu recherches le bien, et après tu mets en relation avec Ça. les agents IMO, etc., et les biens. Et Capsule vient tout de suite, ou comment en gros naît Capsule, ou comment tu te dis, voilà, parce que tu crées ta société finalement très jeune, tu es tout seul à ce moment-là? Alors oui, j'ai 22 ans et j'ai créé, je suis solo founders, j'ai créé tout seul le Capsule. Ok. Avec les fonds que j'ai fait en auto-entreprise. Ouais. Le capital de Capsule aujourd'hui, c'est 5 000 euros. C'est 5 000 euros que j'ai gagné en auto-entreprise, quoi. Ouais, non, bah, c'est C'est bien. de l'autofinancement sur toute la longueur. Ouais, bah c'est génial. Pour le coup, à l'heure où il y a plein de levées de fonds dans tous les sens, Ouais. pour le coup, c'est bien de voir l'évolution aussi. Et donc, lorsque tu crées cette société, pour le coup, comment toi tu vois les choses parce que bah, tu es seul dans ton bateau. Comment tu te vois à ce moment-là et comment tu vois que tu vas pouvoir faire évoluer les choses? Est-ce que ça vient tout de suite ou est-ce que tu te dis, bah, je crée ma boîte, je fais ce que je sais faire là maintenant, je continue de développer et puis on verra plus tard? Alors donc du coup au début, bah, je vois qu'il y a vraiment un créneau et une demande, qu'il y a des Parisiens ou des personnes, bah, pour le moment tous mes clients sont de région parisienne. Ils n'ont pas forcément envie d'acheter sur Paris car pas très rentable. Souvent. Car pas très rentable. Et donc du coup ils sont quand même assez ouverts pour aller sur une ville dynamique comme Reims. Et où en mettant 100, 200 000 euros, on a des super apparts, des super colocs, des rendements autour de 6, 7, 8%. Donc vraiment des trucs sympas. Et donc moi c'est comme ça que je vois qu'il y a une opportunité. Et en fait, après, ça commence un peu à bouger à partir du moment où je crée Capsule et je vois un peu mes concurrents et de ce qui se fait. Je me rends compte qu'il y a un vrai décalage entre ce que proposent mes concurrents et la réalité du marché en termes de prix, que ce soit sur les travaux, l'aménagement et même le prix au mètre carré auquel fait acheter les concurrents sur mes marchés, Ok. où il n'y a pas vraiment de bonne affaire. C'est vraiment, on prend le premier truc qui nous vient et le Parisien qui s'y connaît pas du tout, il a l'impression que c'est une super affaire, mais en fait, il achète beaucoup trop haut pour le marché. Et nous, du coup, c'était vraiment ça mon objectif, c'est de pouvoir rendre accessible une expertise locale très poussée. Et aujourd'hui, on a des locaux sur Reims. Et donc, moi, toutes les villes que j'ai ouvertes, donc on est à Troyes, Reims, Nancy et Amiens. Ok. Et je vais ouvrir donc le sud, comme je te disais tout à l'heure. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir des locaux dans ces villes. Moi, le responsable de Vivien, mon responsable qui est à Troyes, il est né là-bas. Il connaît la ville par cœur. Il connaît tous les restos, tous les bars. Il connaît les maires. Il connaît tout le monde. Et il sait la rue qu'il faut acheter ou il ne faut pas acheter. Moi, je me rappelle une fois, il y avait un truc super intéressant. Je lui dis oh, il est super beau cet immeuble, j'ai envie d'acheter l'appart qui est dedans parce qu'on venait de se faire une visite. Il m'a dit c'est la rue que personne ne prend en rentrant de bar parce que c'est la ruelle un peu qui est craignos, quoi.
alors Ok. que ça en hypercentre. Hmm. Je dis bon bah on n'achètera pas là, quoi. C'est mort. Ouais. Et ça typiquement c'est une info que t'as pas si tu vis pas localement ici, quoi. Donc nous c'est vraiment ce qu'on veut avoir. Sur Reims c'est pareil, on a des locaux qui sont nés à Reims, qui connaissent tout le monde. Hmm. Les parents ont des sociétés rémoises et qui sont implantées dans la ville. Et donc l'objectif c'est de faire travailler l'économie locale, donc que ce soit les notaires, les courtiers, les agents immobiliers, les monteurs de meubles, la société de ménage, tout ça en local. Donc en plus d'acheter sur Reims, tu dynamises l'économie. Donc c'est une suite logique des choses. Et on t'achète très bien parce qu'on connaît très bien et tu fais des super opportunités. Nous, il y a des biens qu'on a achetés pour des clients à Paris, et même qui sont à l'autre bout du monde, à Hong Kong, Singapour. Hmm. On était en concurrence avec des marchands de biens qui sont là depuis 30 ans. Ok. Donc, pour te dire à quel point on arrive à avoir un réseau pour être en concurrence avec des mecs qui veulent se positionner sur des trucs, et ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils sont rémois, ils ont 60 ans, et on arrive à avoir des biens avant eux. Non, mais là où je pense que c'est ultra important et je te rejoins énormément sur le côté très local, pour le coup, je me tue à dire qu'il n'y a pas de marché national. Pour moi, ça n'existe Ah bah oui, pas. complètement. C'est que des marchés locaux avec des spécificités locales. Donc, d'avoir des gens du cru, entre guillemets, Ouais. qui connaissent parfaitement, amène une vraie expertise et un vrai savoir-faire. Pour le coup, je pense que ça Hmm. participe aussi grandement à votre Hmm. différence d'avoir ces gens-là. Tu as choisi des villes au hasard ou parce qu'elles sont très proches quand même. Alors, c'est assez lié géographiquement, en tout cas, Ouais. c'est pas déconnant. Oui. Comment ça se passe justement cette évolution? Toi, tu es sur Reims, comment tu vas ouvrir Troyes ou tu ouvres? Comment ça se passe cette évolution-là? Alors donc du coup nous au tout début on va à Troyes, donc moi j'emménage sur sur Reims pardon, et je vis toute la semaine à Reims, et le week-end je rentre sur Paris. Ok. Et donc toute la semaine je suis sur Reims et je commence à recruter des équipes. Pour ce qui est de Vivien sur Troyes, l'avantage c'est que c'est à 1 heure de voiture, et donc moi je recrute Vivien en alternance chez moi il y a maintenant 3 ans. Et au début il commence à étudier le marché de Troyes parce qu'il me dit il y a une opportunité, et en fait c'est naturellement que comme ça il deviendra responsable et en CDI chez nous à Troyes, Ok. et qui gère maintenant toute la partie 3, et on fait plus d'une trentaine d'opérations là-bas par an. Et l'objectif c'était ça en fait, c'est de recruter quelqu'un par opportunité et qui se développe ensuite sur la ville. Donc là on avait aussi sur la ville d'Amiens, c'était un autre concurrent il était responsable chez eux, chez des concurrents qui ont fermé Ok. pendant les dernières années là, avec tout ce qui s'est passé. Pas mal de concurrents qui ont fermé. Ouais. Et du coup, il a voulu continuer ça. Et il avait délaissé un peu Reims, parce qu'il gérait aussi Reims, pour faire de plus en plus Amiens. Ok. Et donc là, on l'a recruté pour ouvrir cette ville. Donc vraiment en opportunité. Ouais. Et Nancy, c'est un de mes associés qui est allé naturellement, parce que beaucoup de potentiel, pas mal d'étudiants. Donc ça a été à chaque fois par opportunité et envie de chacun, où je disais, voilà, par contre, tu es responsable, tu le fais. Et on proposait à nos clients parce que c'était intéressant et le rendement était cool. Et justement, comment tu évolues et tu arrives justement à faire grandir ton équipe? Tu as fait rentrer des associés. Comment ça s'est passé justement pour faire grossir un peu ta boîte, grossir ton équipe? Tu as des gens en CDI, tu as des gens comme ça, donc forcément il y a des budgets derrière. Quelles ont été les étapes justement pour faire grossir ta société? Alors donc nous, ce qui est bien, c'est qu'on a fait ça, moi j'ai fait ça très naturellement, donc on n'a pas levé de fonds, on n'a aucune dette, j'ai jamais pris 1 euro à la banque. Ok. Et l'idée c'est qu'en fait, l'argent que je générais au début payait les premiers arrivants, on formait les premiers qui payaient les suivants. Et en fait, c'est vraiment le mécanisme qu'on a depuis maintenant 4 ans. On fait x2 sur le chiffre d'affaires depuis la création de Capsule, Ok. et à chaque année. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a 2 associés dans la boîte, en plus de moi, qui sont en fait, donc Georges, qui est mon associé, qui était mon stagiaire il y a 3 ans, Ok. qui est devenu associé aujourd'hui. Et on a Jérémy, qui est architecte et décorateur d'intérieur dans l'équipe, et qui s'occupe du coup de toute la partie coordination de travaux, suivi de travaux et architecture d'intérieur des logements. Ok. Et qui est devenu, donc là ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il est chez nous, et avec tout ce qu'il a investi et l'énergie qu'il met dedans, il est devenu associé là récemment. Ok. Et en fait, moi, c'est un objectif, c'est de ne pas lever de dette pour pas donner à des investisseurs, mais de transmettre uniquement des parts à mes employés. Ouais, je trouve que pour le coup, c'est des belles valeurs. Et puis ça aide aussi, à mon avis, à participer à l'envie de tout le monde de se sentir concerné Ouais. aussi par ton projet, par Capsule, et Mm. qu'ils portent le projet avec toi finalement. Comment justement, tu te vois évoluer et comment tu souhaites évoluer? Tu parlais d'ouvrir là dans le sud. Mm. Pourquoi? Pourquoi donc le sud-ouest, je crois plus précisément. C'est ça. Pourquoi le sud-ouest? Bah alors donc du coup là je trouve que sur Reims c'est vraiment stable, enfin du moins tout le Grand Est, toutes Ouais. les villes, c'est très stable, mes employés sont là depuis un moment, ça se passe bien, j'ai mes 2 associés qui restent là-bas. Ok. Donc ça part déjà de ce constat. Ensuite on a essayé de recruter quelqu'un à un moment donné sur le côté ouest, donc plus vers la Bretagne, et de le former, de l'apprendre et tout. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on n'est pas du métier et qu'on n'a pas forcément d'XP.
de développer tout un réseau, commencer à faire venir ses investisseurs, toutes ces choses-là. Donc j'ai un peu l'impression que pour le moment, c'est un peu à moi de le faire. Et j'ai la chance d'avoir très bien stabilisé le Grand Est. Donc j'avais déjà pour envie de basculer et de partir vivre dans le sud. Donc il s'avère que ma compagne peut en plus être mobile et descendre dans le sud. Ok. Donc on Ça, va c'est une bonne descendre tous les nouvelle. deux. On va descendre tous les deux. Et elle pour terminer ses études et moi pour développer du coup la partie de capsule par là. Ok. Et donc l'objectif, c'est de vraiment reproduire ce que j'ai fait dans le Grand Est au niveau de Toulouse, Montauban, Castres, Albi Ok. et de proposer ces villes-là à mes clients par la suite avec des rentabilités qui changent un peu. Mais avec Montauban et Castres, on arrive quand même à avoir des bonnes rentas, donc c'est cool. Et explique-nous un petit peu justement le déroulé. Je suis un client lambda, j'ai un peu d'argent, je Mm. veux faire des investissements. Aujourd'hui, quel est le process pour travailler avec toi, ou en tout cas te solliciter pour faire un investissement? Alors donc du coup, nous, au début, on budgétise le projet ensemble. Donc je détermine un petit peu ce que tu recherches. Donc j'ai des clients qui veulent pas de coloc, qui veulent pas faire de Airbnb, qui veulent un logement très classique, en hypercentre, qui se louera très vite, très patrimonial. Donc on étudie un petit peu la stratégie et ton profil. Si tu veux quelque chose qui est du cash flow, qui va vite, mais du coup on se met sur des quartiers un peu techniques qui prennent en valeur dans le temps. Mm. Donc on étudie un peu tout ça ensemble. Une fois que c'est déterminé, moi, je te dis, voilà, par rapport à ce que tu cherches, je te conseille cette ville ou cette ville par rapport à ce que nous on fait. Et toi, tu choisis un peu la ville que tu veux. Si tu es ouvert aux villes, on te proposera dans différentes villes. Et tu pourras choisir en fonction de ce qu'on te propose comme projet, Ok. celui sur lequel tu as plus d'appétence et s'il y a une ville que tu préfères à l'autre. Et donc, une fois que tout ça est déterminé, on s'engage, nous, pendant 1 an à t'accompagner sur ce projet. On fait bouger tout notre réseau pour te trouver un bien. Donc, en imaginant que tu me dis, tu as 200 000 euros sur Reims, tu veux bien faire une coloc à côté des écoles et que tu veux un rendement autour de 8% brut. Et ben nous, on va aller justement regarder tous ces endroits-là. On a tous nos agents, tous les marchands de biens, tous les gens qu'on connaît, qu'on va appeler, qu'on va solliciter en disant voilà, on a un client qui a ce budget-là, qu'est-ce que tu as? Ok. Et nous, on regarde uniquement le prix au mètre carré. C'est-à-dire qu'on sait le prix au mètre carré à Reims, on sait les prix au mètre carré auquel on doit terminer un projet. On termine jamais au-dessus de la fourchette haute d'un bien. Si par exemple, à Reims aujourd'hui, en hypercentre, vraiment bien situé, ça partira pas dans l'ancien plus qu'à 4000, 4100. Vraiment fini, terminé, nickel, vraiment pro. Donc nous, tous nos projets, il faut qu'ils terminent en dessous de ça. Ok. Donc même en comptant nos honoraires, les frais de notaire, l'ameublement, la déco, tout, il faut qu'on termine en dessous de ce prix-là parce qu'on veut que les biens restent liquides. Si le client décide de vendre parce qu'il a un pépin, Mm. je veux absolument qu'il récupère ses billets. Donc nous, on va aller, après qu'on ait tous tes critères, on va aller chercher. Dès qu'on trouve quelque chose et qu'on te présente un projet qui t'intéresse, on formule une offre ensemble, on négocie le bien. Dès que le prix est accepté, que toi tu es d'accord et qu'on y va, on commence à budgétiser tout. Enfin, on a déjà tout budgétisé, mais on va tout bloquer. Ok. Donc on va aller te faire tous les devis par rapport à les estimations qu'on avait faites. Et en fait, on va récolter tous les documents du compromis. Une fois qu'on a tous les documents, qu'on les a étudiés, que tu as tous tes devis, qui sont bons, que ta renta, elle a été modulée et réadaptée par rapport à les nouvelles informations qu'on a eues, si le projet te convient et qu'on est bon, tu t'engages et tu signes le compromis. Ok. Là-dessus, après, nous, on a des partenaires en courtage ou en banque avec qui tu peux faire ton financement, ou tu peux passer par ton financement directement si tu as un banquier qui te suit. Pareil pour le notaire, on a le nôtre ou le tien. Ok. Et une fois que tu as acheté et que ça s'est bien passé, on fait tous les travaux pour toi. Et là, chaque semaine, on se rend sur le logement et on te dit ce qui a été fait, ce qui reste à faire et où on en est dans les travaux. Ok. Et à côté de ça, avant qu'on commence le chantier, tu reçois des plans 3D d'aménagement de tout ton logement, avec des plans, des choses comme ça. Et comme ça, tu peux dire, oh, bah, ça me plaît, j'aime bien la couleur, j'aime bien la déco. Et ensuite, nous, c'est ce qu'on donne en info aux artisans pour réaliser le projet. Et comme ça, on te fait le suivi chaque semaine, de manière hebdomadaire, sur le projet. Et à la fin, on commande les meubles, on meuble l'appart, on fait passer le ménage, on fait des photos, on te les envoie. On fait une visite virtuelle, comme ça, tu as l'appartement nickel qui est bien fait. Comme ça, toi, tu peux te balader dans le logement, tu peux voir vraiment comment c'est fait. Et après, on met l'agence partenaire que tu auras choisi pour la gestion, pour la location. Et si tu as envie de gérer tout seul, tu peux aussi le faire. Ok, donc c'est vraiment une solution clé en main aujourd'hui, parce que je pense que tu t'en as parlé tout à l'heure. Les gens qui souhaitent investir, en tout cas, il y en a, tu as beaucoup de Parisiens, et ce qui est à peu près, normal en termes de pouvoir d'achat, d'investissement, etc. C'est à peu près logique. Aujourd'hui, justement, quel est un peu le profil type de tes clients qui investit aujourd'hui? Comment tu... Alors, on a vraiment un peu de tout. On a beaucoup de cadres sur Paris, de jeunes cadres qui travaillent dans des grosses boîtes IT ou qui sont cadres chez Deloitte, McKinsey, qui travaillent chez Orange en data analyse. Enfin, voilà, c'est vraiment des profils cadres parisiens qui ont autour de la trentaine. Et après, on a pas mal aussi d'expatriés suisses
ou complètement à l'étranger. On a une cliente qui était en Côte d'Ivoire, on a un client qui est à Singapour, un qui est à Hong Kong, qui sont du coup des Français qui veulent acheter en France, mais qui sont très loin. Et donc l'avantage avec eux, c'est qu'on peut tout leur faire suivre alors qu'ils sont pas du tout là, quoi. Ok. Donc ça, c'est aussi l'objectif, c'est de faire bien acheter, réaliser un beau projet pour des personnes qui sont pas du tout dans le coin et qui connaissent pas forcément le marché. Et aujourd'hui, le monde de l'immobilier, en tout cas le marché, bouge Mm. de manière permanente sur quasiment les 2-3 dernières années. Comment vous arrivez à vous réajuster avec tes équipes parce que peut-être qu'une rentabilité qui était bonne Mm. il y a encore 2 ans, elle va être un peu inférieure Mm. aujourd'hui, ce qui restera toujours bon, mais Bien dans sûr. la tête d'un acquéreur, ce sera peut-être différent. Quel est ton ressenti justement par rapport à ces mouvements de marché et comment vous répondez à ça? Alors nous, aujourd'hui, ce qu'on a pas mal fait, c'est que là, on a vu la tendance changer cette dernière année surtout, avec tout ce qui était Airbnb. Donc il y a des lois qui passent, un peu anti-Airbnb, ces choses-là. Mais nous, sur les villes où on est, c'est pas du tout visé. Et pour le moment, les discours qu'ont eu les maires, c'était de laisser ouvert ces choses-là. Ok. Parce que c'est des villes qui ont vraiment beaucoup de tourisme. Et ils veulent pas freiner ça. Au contraire, ils veulent accélérer. Et donc, du coup, on a beaucoup de nos clients qui ont fait des projets Airbnb. Nous, on conseille toujours le client en lui disant, voilà, ton projet Airbnb, ce qui va te rapporter, avec des conciergeries locales avec qui on travaille. Et en location classique, voilà ce que ça pourrait te rapporter. Comme ça, lui, il est quand même au courant. Le plan B, voilà ce que je gagne. Mm. Maintenant, ce qu'on essaie toujours de faire aussi, là, c'était le cas pour une cliente qui était celle dont je te parlais en Côte d'Ivoire. On lui a acheté un plateau de 100 mètres carrés, vraiment état grenier. On a tout refait, tout rénové. On a monté le DPE, on a tout repris. Et aujourd'hui, le logement, il est sur Airbnb depuis mars dernier. Donc la cliente, elle n'est jamais venue, elle connaît la ville de Reims que de nom. On lui a fait tout suivre depuis WhatsApp. Et donc l'appartement, il est loué depuis mars, elle est hyper contente, elle encaisse plus de 2500 euros de loyer par mois. Et l'idée sur ce projet-là, la cliente, on lui a dit, voilà, en colocation 3 chambres, c'est un 3 chambres, voilà combien ça se louerait. Et elle a dit, de toute façon, je ne compte pas le passer en chambre classique. Si demain Airbnb, ça s'annule, je le revendrai parce qu'on a bien acheté. Et donc, nous, on lui a fait une estimation de revente tout de suite après la fin de ses travaux de son projet. Ok. On a fini le projet à 270 000 euros et elle a une estimation de 2 agences à 299. Ok. Donc, même si elle veut revendre sur un marché qui est faible comme celui-ci et qui est assez bas et qui est un peu compliqué, elle peut se faire 20 000 euros comme ça et revendre assez vite. Et aujourd'hui, comment tu arrives à justement tirer ton épingle du jeu? Parce que l'investissement immobilier est devenu à la mode, entre guillemets. Si tu regardes les réseaux sociaux, si tu t'intéresses un tout petit peu à l'immobilier, tu vois des Ah bah, il y a plein de vidéos choses, ouais. à l'appel sur les investissements immobiliers, des gens qui te donnent des conseils, des gens qui sont les meilleurs placements du monde, etc. C'est la joie aussi des réseaux sociaux. Comment toi, tu arrives justement à tirer ton épingle du jeu de ça, à te bagarrer là-dedans, mine de rien, à montrer une vraie différence parce qu'on voit que dans la personnalité, il y a déjà une différence, ou en tout cas dans la conception des choses. Mais comment tu arrives à faire ta place là-dessus où ça reste un terrain de jeu et un terrain de chasse assez important aussi pour toi? Bah alors là où vraiment on fait la différence, et ça je le répète tout le temps, et j'avais fait un événement il y a pas longtemps qui s'appelait Builders, où on a regroupé une petite centaine de personnes qui étaient en grande partie des partenaires, où moi je pense que la clé est là-dedans, c'est le réseau et les partenaires. On a des agents immobiliers, on a des notaires, des experts comptables, des mandataires qui nous apportent vraiment des belles affaires, même des marchands de biens, qui nous mettent en avant parce qu'on est rapide avec eux, on leur répond rapidement, nos clients sont solvables. Donc la différence se fait là, se fait sur les affaires qu'on nous propose et les affaires qu'on arrive à trouver avec notre réseau. Et c'est là qu'on achète très bien et c'est là qu'on arrive à bien négocier. Il y a plein de fois des agents ou des mandataires qui finissent par lâcher sur la négo en nous disant bah voilà, je baisse un peu sur mes zonos, je le fais parce que c'est vous et on a d'autres dossiers en cours. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Les plus grosses agences locales à Troyes, c'est Century et à Reims, c'est les Clés de l'Immobilier. Ces deux agences-là, on a en ce moment entre 5 et 10 compromis avec eux en cours, en permanence. Et donc à chaque fois qu'on négocie, ils essayent de faire passer les offres parce qu'ils savent qu'avec Capsule c'est rapide et qu'on est les seuls intermédiaires avec eux. Donc ça a vraiment un réel avantage pour eux en termes de gain de temps, d'énergie. Ils ne refont pas 10 000 visites dessus. Et nous, on gère tout le client, on gère tout le projet du client. Donc le client bénéficie d'une relation B2B en fait qu'on a avec une agence. Ils arrivent à avoir un prix de masse un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a des biens, on arrive à acheter vraiment à des bons prix. On a des marchands de biens qui sont en fin de programme, qui partent sur un autre programme, ils n'ont pas réussi à vendre et qui font des rabais de moins 20, moins 30%, qui nous disent si tu as quelqu'un dans la journée, je te le vends à ce prix-là. Et nous, on trouve des investisseurs comme ça rapidement.
Et comment justement, parce que dans cet effet de masse, il y a une des problématiques, c'est la confiance. Aujourd'hui, les gens qui vous font confiance, ils achètent du patrimoine, c'est des investissements, c'est pas anodin, on n'est pas en train d'acheter une paire de chaussures. Donc il y a ce sentiment de je t'ai jamais vu, j'ai jamais vu le bien non plus, et c'est le principe d'un investissement, c'est on achète pour un investissement, pour une rentabilité. Est-ce que tu as vu des évolutions par rapport aux gens, par rapport à ça, justement, cette fameuse confiance et ce lien parce que tu le disais, tu vois, ta cliente qui est jamais venue et qui a acheté son plateau, elle a jamais vu le bien. Donc, à un moment donné, c'est qu'elle te fait Ah bah confiance oui, à complètement. 3000%. Comment, entre le premier contact, comment justement cette confiance, tu l'aperçois et comment tu la gagnes? Est-ce que tu as vu une évolution d'ailleurs sur les dernières années des gens? Bah alors moi, je pense que déjà, le digital aide beaucoup. Il y a de plus en plus de personnes qui se disent qu'on peut faire confiance uniquement via le digital. Mm. Et ce qui est fou en plus, c'est que je suis pas du tout visio. Enfin, ça m'irait d'en faire, mais on le fait pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment des clients, je les ai que au téléphone, puis après sur WhatsApp, mais je les ai jamais vraiment vus, même en visio. Ok. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que nous, on fait pas mal d'événements. J'essaie d'en faire 3 ou 4 par an. À chaque fois, je les invite. Donc, ils savent qu'ils ont aussi la possibilité de nous rencontrer, venir voir le bien, discuter, rencontrer tous nos bureaux, les équipes, les partenaires, toutes ces choses-là. Donc, on est accessible, on est disponible. Moi, je réponds très rapidement, je suis très réactif. Je n'ai jamais un client en attente. Donc, tout ça montre qu'on est, voilà, qu'on répond présent, qu'on donne de la confiance. Et puis après, c'est surtout de l'humain et de l'échange. Moi, à chaque fois que j'ai une cliente ou un client au téléphone, je lui explique que voilà, l'objectif, c'est toujours d'être dans son intérêt, que nous, tous nos partenaires, on les a pas internalisés pour justement les challenger. Une société bâtiment, aujourd'hui, on en a environ 5 avec qui on bosse beaucoup. S'il y en a une qui demain ne fait plus le poids ou les finitions sont plus assez bonnes, les prix ont trop augmenté, les délais qu'ils nous donnent sont trop hauts, on arrête, on en prend une nouvelle et on travaille avec une autre société. Donc en fait, il y a aussi ce truc où le client sait qu'on travaille toujours dans son intérêt et qu'on peut renouveler notre pool de partenaires pour avoir les meilleurs partenaires justement. Et on négocie comme ça avec des agences immobilières, des taux de négociation, des intérêts, des mois de gratuité de gestion, des offres un peu de bienvenue parce que les clients viennent de Capsule. Ok. Et quelle est ta vision de Capsule, un peu? Où est-ce que tu veux l'emmener? Quels sont tes objectifs sur les années à venir? Tu veux ouvrir le Sud. Mm. Et dans ta vision un peu plus à long terme, quel est ton rêve Mm. pour Capsule? Bah alors nous, du coup, l'objectif pour Capsule, c'est vraiment de pouvoir couvrir un peu tout le territoire français, mais de rester sur des villes moyennes. J'ai pas pour ambition d'aller sur Lille, sur Nantes, sur Bordeaux. Pour moi, c'est des villes qui ont déjà trop pris et qui n'ont pas besoin de nous, en fait. Parce que je considère qu'on est aussi un peu des propulseurs de villes. J'aime bien dire qu'on donne de la visibilité, qu'on aide aussi les villes à réhabiliter les logements. On a plein de logements qui sont abandonnés, on vient les redécorer, faire des trucs vraiment beaux, et les locataires s'y plaisent et sont heureux. Donc en fait, c'est... Voilà, moi j'ai plein de clients. Là, j'ai encore un client il y a 2 semaines. Il arrivait à Reims. Il me disait, mais moi je pensais que Reims c'était à 3 heures de Paris. Il est arrivé en 40 minutes. Mm. Il se balade, il dit, mais c'est trop mignon. Et il repart avec une offre dans la main sur un appartement. Il connaissait pas du tout la ville, il pensait que c'était hyper loin. Et il dit, mais c'est hyper mignon, c'est un petit Paris, c'est trop bien. Je lui montre les chiffres. Il dit, ah ouais, ça a pris 30% en 5 ans, c'est incroyable. Et donc, c'est vraiment de pouvoir justement redorer un peu les images, l'image de ces villes-là, et de pouvoir un peu redynamiser aussi les villes, encore plus qu'elles ne le sont des fois par les maires eux-mêmes, qui font beaucoup de projets. Mais donc, l'objectif de Capsule, c'est vraiment d'aller sur des villes entre 50 et 200 000 habitants, et de développer ces villes-là, économiquement parlant, et de manière sur le marché immobilier, de le dynamiser encore plus, et de devenir un réel acteur où, voilà, dans 5 10 ans, quand on arrive dans une ville, le maire est heureux de nous recevoir, on va développer la ville et on va faire des investissements très rentables à nos clients. Donc l'objectif, c'est vraiment ça. Donc de continuer notre progression. Donc là, on est une quinzaine. L'objectif, c'est d'être entre 30 et 40 d'ici 2 3 ans et de pouvoir justement un petit peu répondre à l'entièreté du territoire français pour les investissements de nos clients. Et là, aujourd'hui, tu es vraiment dans le sas organisationnel pour un client dans l'investissement, tu recherches le bien, etc. T'as pas du tout de volonté ou d'envie à un moment donné de te dire, parce que tu pourrais très bien gérer les travaux, tu pourrais très bien avoir une boîte de travaux, tu pourrais très bien vouloir gérer aussi la gestion derrière, garder, etc. T'as pas du tout cette volonté-là à un moment donné de te dire, voilà, je peux aussi aller plus loin finalement dans l'accompagnement et c'est nous qui allons gérer ça au sein de Capsule avec un département, enfin Ouais, bref. bien sûr. Bah, nous, typiquement sur les travaux, on a eu le sujet, je me suis questionné dessus, parce que en plus c'est un énorme volume. Là aujourd'hui, sur cette année 2024, ça représente entre 5 et 10 millions d'euros de volume d'affaires sur les travaux,
où je pourrais tout simplement me dire je prends. Ouais, bien sûr. C'est pas un truc qu'on a envie de faire, déjà parce que j'ai beaucoup de mes concurrents qui se sont cassés la gueule sur ce sujet-là précisément, Ouais. et que du coup Capsule viennent alimenter Capsule Travaux parce qu'il y a des galères. On a déjà, en étant intermédiaire, 1000 problèmes. On nous tape sur le dos pour des incompétences parfois de nos partenaires, alors qu'on n'est pas responsable et c'est leur boîte. Donc justement, moi je préfère pas prendre ça. Et je trouve que justement, ce qui est intéressant, c'est de garder ce côté objectif. Moi, une société de bâtiment qui me donne un devis qui me convient pas et qui se fout de ma gueule, c'est pas la mienne. Donc je vais pas essayer de le faire passer quoi qu'il arrive à un client. Et je l'ai vu d'ailleurs avec des sociétés concurrentes sur lesquelles on s'est aligné. J'ai des clients qui ont investi dans les villes où on est par des concurrents qui sont de Paris et où les devis étaient vraiment 20 à 30% plus chers. Et les clients allaient les signer parce qu'aucune connaissance du marché. Et ils allaient faire des travaux pour 2000 euros du mètre dans une ville où le prix au mètre carré de l'immobilier est à 1005. Mm. Ils finissaient à 3005 alors que le prix au mètre carré est à 1005. Voilà. Et parce que le client est dans son boulot et dans autre chose. Il paye des spécialistes. Il n'est pas là pour aller étudier et creuser ces choses-là. Normalement, il fait confiance. Et donc, du coup, nous, c'est vraiment là-dessus où, même s'il y a un manque à gagner, je considère que c'est vraiment notre plus-value de rester impartial. Et on a juste intégré le côté architecture et décoration parce qu'on veut faire des belles réalisations et ça a à cœur pour nous d'avoir des projets très bien faits, très beaux et bien réalisés. Et aujourd'hui, un client lambda, comment il te contacte? Ça se passe sur Internet, ça se passe sur tes réseaux? Mm. Comment se fait ce premier lien Alors nous, on a du coup notre site, capsule-du6france.com, qu'on où mettra là, en description? voilà, là où tu auras tout pour nous contacter. Il y a des liens de partout pour rediriger, pour prendre contact avec nous, pour prendre un appel directement avec moi. Et sinon, sur LinkedIn, sur les réseaux, on est très actifs. On se trouve facilement sur Instagram, sur LinkedIn et ces choses-là. Et est-ce que tu vois un vrai engouement extérieurement, ça se voit, on en parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a un vrai intérêt pour l'investissement immobilier, on voit les gens, même qui n'y connaissent strictement rien, on voit que ça les titille, parce que l'immobilier interpelle toujours les gens. Comment tu vois la réaction qu'il y a, parce qu'il y a eu plein de choses, tu as eu les cryptos, tu as eu plein d'investissements. Comment se porte pour toi aujourd'hui l'investissement et est-ce que tu vois un vrai engouement par rapport à ça et une vraie demande qui augmente au fur et à mesure du temps? Alors, ça se démocratise de plus en plus. Je pense que si on prend un parallèle avec nos parents, il y a beaucoup plus de personnes qui investissent beaucoup plus tôt qu'à l'âge de nos parents. Bon, mon père a commencé à investir quand je l'y ai mis, donc à 50 ans, et alors qu'il avait largement les capacités de le faire avant. Mais c'est juste que il était dans son métier, il faisait autre chose. Donc les sociétés comme les nôtres, clés en main, aident à ça. Il y a beaucoup de visibilité autour de ça via les réseaux sociaux, donc ça démocratise énormément le sujet. Donc en effet, ça se popularise énormément, l'investissement locatif, mais c'est déjà ancré chez les Français, c'est-à-dire que ça parle à tout le monde. Dès qu'on parle immobilier, tout le monde est intéressé parce que tout le monde sait qu'il va en faire un jour ou l'autre, qu'il va acheter sa résidence principale, qu'il va quand même investir un jour, acheter une résidence secondaire dans le sud ou quelque part en France, quelque chose de sympa. Donc forcément, tout le monde est intéressé par ces sujets. Maintenant, c'est vrai que tout le monde commence à se dire, voilà, investir le plus tôt possible, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire et il faut le faire le plus vite possible. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous regarde ou qui nous écoute aujourd'hui? Justement, ces petits conseils sur. C'est leur premier investissement. Ils ont un petit capital, ils ont de l'argent de côté. Ils aimeraient justement se lancer. Ils ont peur parce que le premier investissement fait peur. Quel conseil tu leur donnerais justement sur quoi ils doivent être vigilants, sur des petits conseils ultra pratiques pour un premier investissement? Alors c'est simple, pour moi il y a deux chemins. Soit on décide de le faire vraiment et par contre ça va prendre, on dit qu'un investissement immobilier c'est entre 200 et 300 heures environ. Donc soit on décide de se lancer vraiment et je dis pas que je suis une société essentielle pour ça. Si on a le temps et qu'on a envie de s'y pencher, lire, étudier le marché, creuser. Donc tout le monde peut le faire avec vraiment cette envie de le faire. Ou sinon directement passer une société comme la nôtre. Comme ça on perd pas de temps et on le fait vite. Donc déjà, de savoir si on est prêt à mettre le temps ou non. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et une fois qu'on a décidé de prendre le temps de le faire, c'est de trouver les bonnes personnes sur son chemin. Donc les agents immobiliers, les sociétés de bâtiments, les notaires, ces choses-là. Car un agent immobilier ou un vendeur qui ne vous dit pas qu'il y a une façade ou que ça va s'écrouler ou qu'il y a des fissures inquiétantes sur un immeuble, ça peut vous gâcher une vie. Enfin vraiment, si vous avez un peu d'argent et un peu d'apport et que c'est votre seul projet, faites très attention à ce qu'on vous dit, vérifiez tout. Il faut vraiment faire gaffe à tout ça. Et un notaire qui va bien étudier les documents. Parce que nous, avec Capsule, on a fait plus de 150 projets. Les problèmes peuvent venir de tous les endroits possibles, imaginables. On a eu des problèmes avec des caves, on a eu des problèmes d'appartements qui n'ont pas été déclarés aux impôts fonciers, on a eu des problèmes avec des logements où la toiture, finalement, elle va s'écrouler.
Il y a eu des mérules découverts en pétant du placo. Enfin, il y a infini de problèmes dans l'immobilier. On peut acheter tout seul sans prendre du temps et avoir de la chance en esquivant tout. Mais il y a tellement de choses à vérifier qu'il faut prendre le temps de le faire bien et aussi étudier le marché pour savoir à quel prix on achète, si on achète bien. Pas forcément s'en tenir à tout ce qu'on se dit. Il y a des agents immobiliers qui encore aujourd'hui me disent ta chambre dans cet appart, tu vas louer 400 euros. Moi, je lui dis non, je vais en louer 500. Il a 15 ans d'expérience et finalement, c'est moi qui ai raison parce que j'ai bien étudié mon truc et j'ai l'habitude de le faire. Donc, c'est réussir vraiment à donner son propre opinion, se former, se renseigner. Donc, c'est être très vigilant, tout vérifier par soi-même et faire attention et trouver des personnes de confiance. D'ailleurs, tu soulignes quelque chose qui est très important, c'est que l'immobilier est tellement présent partout, c'est que tous les gens ont des amis dans tout et des avis et donnent des conseils qui sont souvent très mauvais, mais ont souvent des avis. L'accompagnement, parce que pour le coup, il y a un vrai accompagnement dans tout le process, etc. Ça fonctionne comment? C'est un forfait, c'est un pourcentage, c'est lié à ce que la personne va gagner. Bref, comment c'est défini et comment ça Alors nous, avec Capsule, on a un pourcentage au début sur le lancement qui lance la recherche, parce qu'on limite en fait le nombre d'investisseurs qu'on a, parce qu'on ne pourrait pas avoir... nous, c'est 8,32% de rendement brut sur l'ensemble de nos projets, qui à mon sens est le plus haut en France par rapport aux sociétés clés en main. Pour avoir ce montant-là, on est obligé de faire le tri sur nos investisseurs et on étudie les capacités de financement avant de se lancer. À partir de ce moment-là, donc du coup, on lance le contrat, puis c'est un pourcentage à l'acquisition. On a 6,9% sur le prix net vendeur au moment où vous achetez. Et après, c'est un pourcentage un petit peu sur les travaux et sur la déco. J'ai fait l'exemple hier pour un client. Un projet à 200 000 euros, on gère vraiment tout. Tout est fait à distance par le client. On lui suit tout le projet. On lui fait déco, travaux, achats, aménagement, location, on lui fait tout. Le montant global investi, c'est 200 000 euros. Capsule, ça représente autour des 7%. Voilà. Si on s'occupe de tout, en englobant les travaux, la déco, le prix du bien, la recherche, tout ça. Ok. Et là, on va venir sur ton sujet un peu plus perso à toi. Aujourd'hui, donc Capsule, il y a un vrai sujet de développement. Toi, tu étais au début passionné par l'événementiel, tu as fait de l'événementiel, tu es tombé dans l'IMO. Est-ce que tu as cette envie de découvrir encore d'autres choses et d'aller sur d'autres sujets à terme, etc. Ou est-ce que vraiment tu t'es dit, voilà, je suis dans ma bonne voie et je vais y rester pour les 20 prochaines années, peut-être en faisant d'autres choses à terme. Mais en tout cas, c'est comment toi, tu te vois, toi, dans ton évolution à toi professionnelle par rapport à tout ça? Alors du coup, moi, j'ai fait aussi d'autres sociétés à côté de ça. J'ai une société de marchand de biens aussi. J'ai pas mal aussi investi de manière perso. Mais du coup, j'avais fait 2 autres sociétés à côté de Capsule. Non, 3 autres avec la société de marchand de biens. Les 2 autres, elles ont duré 2 ans et demi et je les ai fermées pour justement me refocus sur Capsule. Parce que c'est aussi le truc, c'est quand on est entrepreneur, on a envie d'aller sur plein de fronts. Dès qu'on voit une opportunité, on a envie de se lancer dessus. Donc là-dessus, j'essaie de me refocus là sur Capsule pour les prochaines années, de vraiment l'emmener là où je veux pour ensuite faire autre chose. Et puis sinon continuer pas mal dans l'immobilier, mais pour moi. Donc faire des objectifs et des projets plus conséquents, faire des immeubles, des rénovations vraiment sympas. Et à terme, d'ici quelques années, j'aimerais beaucoup acheter en fait des anciennes églises, des anciens châteaux, et de les rénover, les retaper, faire des projets vraiment sympas. Et rester dans la continuité d'aider les villages ou les villes sur des gros bâtiments qu'est le patrimoine français, et de les rénover et de faire quelque chose de beau pour justement redorer un peu les images qu'on pouvait avoir d'antan sur des belles bâtisses. Et là-dessus, tu sollicites des gens en local, tu peux être accompagné, il y a des associations qui doivent exister, je suppose, sur ce type de choses. Pareil, je prendrai le même processus. Aujourd'hui, c'est pas pour tout de suite et peut-être qu'il y aura des nouvelles stratégies à faire. Mais l'objectif, ça va être justement de prendre mes investisseurs et le pool d'investisseurs que j'ai. Ceux qui ont cette volonté aussi d'aider en local le patrimoine français, ils pourront investir. Et en même temps, moi, avec les locaux, les aider à rénover, à aider. Et avec la mairie, l'urbanisme, des acteurs locaux, des préfets, peu importe, de vraiment faire des travaux et d'aménagement sur ces bâtiments, avec les investisseurs en même temps à côté, moi-même, et de pouvoir justement ensuite pondre soit des dossiers, des sujets culturels, soit des restaurants, des Airbnb insolites, peu importe, des lieux de mariage, voilà, c'est l'objectif. Et on arrive vers la fin. Aujourd'hui, on voit beaucoup de communications qui disent que demain, on peut vivre de son investissement immobilier, etc. L'immobilier intéresse, et donc en parlant de reconversion, est-ce que tu vois beaucoup de gens, toi, dans les profils que tu as, qui aujourd'hui sont rentiers tout simplement et vivent de ça et donc finalement te sollicitent tous les ans ou 2 fois par an pour faire des investissements? Quelle est cette part en fait de gens qui ne vivent que de l'investissement
et les gens lambda qui ont un boulot, qui travaillent et qui c'est juste finalement pour placer de l'argent plutôt que de le mettre en banque ou je ne sais où, et ils décident de le placer là-dedans. Alors aujourd'hui, j'ai pas de client qui vit que de ça et qui fait que ça, parce que je pense que ces gens-là le font par eux-mêmes, du coup, c'est leur seul hobby et gestion. Mais par contre, j'ai beaucoup de clients qui ont leur société, se développent très bien personnellement, ils ont des métiers passion. J'ai des clients qui sont des gros créateurs de contenu. J'ai des clients qui ont justement des belles sociétés avec des holdings qui tournent super bien. Et donc justement qui ont des capacités et des enveloppes tous les ans pour lesquelles on investit. Donc je suis un peu devenu leur investisseur IMO perso. Et du coup, on s'occupe d'eux justement tous les ans avec des enveloppes qu'on gère en interne avec Capsule. Et on diversifie en achetant sur différentes villes. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément de clients qui sont rentiers et gagnent beaucoup d'argent et ne vivent que de ça. Mais on a des clients qui en effet maintenant ont un beau patrimoine et qui leur permet d'avoir un matelas de sécurité. Si demain ils arrêteraient tout, ils pourraient en vivre logiquement par rapport à ce qu'ils ont déjà acheté. Et j'ai 2 dernières questions. La première, pour toi, quel est l'investissement idéal si tu devais le définir en termes de secteur, en termes d'immeuble, en termes de... Si toi, tu te mettais tes caractéristiques, c'est quoi ton investissement idéal? Alors, il y en a deux. Moi, j'aime beaucoup avoir un emplacement numéro 1 pour des locaux ou un local commercial parce qu'en termes de gestion, c'est génial. Il y a juste le temps de le mettre en place. Une fois qu'on a le locataire, il paye la taxe foncière, il paye les charges et il nous paye. Donc, en termes de temps et d'optimisation, c'est génial. Là, pour le coup, c'est vraiment de bien acheter qui est intéressant. Et de mettre quelque chose en place qui cible bien la cible par rapport à là où on est situé. Donc, il y a ce première chose-là où l'investissement pro peut être vraiment cool. Et sinon, moi j'ai tendance à dire que les plus belles affaires sont les belles affaires qu'on fait en hypercentre dans une ville dynamique. Par exemple, quand on achète très bien en cœur de ville de Reims, qui est une ville qui se développe extrêmement bien, bah, on est sûr déjà de bien avoir acheté et d'avoir acheté dans une ville où il y a beaucoup de dynamisme. Maintenant, c'est de faire de ce projet-là quelque chose qui colle vachement à la ville. Donc, soit un Airbnb à thème sur le Champagne, soit une colocation étudiante en hypercentre. Et donc, après, de s'attribuer à ça et de faire vraiment quelque chose de cohérent par rapport à la cible qu'on vise dans ce marché-là. Et ma dernière question, c'est elle t'est destinée. Pourquoi choisir Capsule aujourd'hui et faire confiance à toi et tes équipes justement dans tous les projets pour tous ceux qui nous écoutent? Pourquoi on doit se tourner vers toi? Bah justement, comme je disais donc tout à l'heure, c'est soit décider de le faire par soi-même parce qu'un investissement immobilier peut être fait par soi-même si on décide de prendre le temps. Sinon, passer par Capsule parce que nous, notre objectif, c'est du coup d'être un tiers de confiance. On investit pour vous. On a une position vraiment d'investisseur. Quand on achète des biens, on est convaincu du projet, on pourrait le faire pour nous-mêmes. Et on a vraiment cette cohérence avec le marché, avec les prix, avec tout ce qu'on fait autour. On veut vraiment que le client fasse une bonne affaire. D'où le fait qu'on fait des estimations de nos biens à la fin qui finissent souvent au-dessus du montant global investi. Donc les clients voient bien que les projets sont liquides, rentables et qu'on a bien acheté. Donc si vous voulez faire un bon investissement tout en dynamisant une économie locale d'une ville dynamique, bah, on est la solution à ça. Merci beaucoup Lucas. Au On plaisir. mettra toutes les informations bien évidemment sur la société Capsule pour que les gens, s'ils sont intéressés, souhaitent réaliser des investissements et ont des questions par rapport à tout ça. Et puis on va suivre l'évolution et donc l'ouverture prochaine de Capsule dans le sud de la France. Bah, génial. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. C'est la fin de cet épisode d'Objectif Reconversion. J'espère que cet échange avec Lucas Ullmann aura nourri tes réflexions et donné l'envie de te lancer dans l'immobilier. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonne-toi à mon podcast sur tes plateformes préférées. N'hésite pas à liker, commenter et partager sur tes réseaux. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Bah, très cool, très bien accueilli, l'échange était super fluide, donc vraiment sympa, on a parlé de sujets très passionnants. Donc au plaisir de revenir si un jour vous faites revenir les invités.